Le hasard, il est vraiment partout autour de nous, j'ai l'impression. Ah oui, c'est clair. Que ce soit les loteries, les jeux de dés, même la météo, quoi. On se demande souvent comment on navigue là-dedans, dans cette incertitude. Mhm. Mais et si on pouvait la mesurer un peu, cette incertitude? Lui Vous donner un chiffre? C'est tout l'enjeu des probabilités, justement. Essayer de rationaliser un peu ce hasard, lui donner une valeur pour mieux le comprendre. Exactement, et c'est un peu ça notre objectif aujourd'hui. On va essayer de regarder de près les concepts vraiment fondamentaux des probas. On s'appuie sur des vidéos qui expliquent ça assez clairement d'ailleurs. Oui, l'idée, c'est pas de se noyer dans le jargon, hein, Non, juste l'essentiel pour piger le truc. pour avoir une bonne intuition de comment on réfléchit face à l'incertain. C'est ça. Et pour que ce soit concret, on va prendre un exemple fil rouge. Un truc simple. Une roue de loterie. Ah oui, classique. Voilà. Bien équilibrée, avec des secteurs numérotés de 1 à 4. On la fait tourner et hop, on note le numéro qui s'arrête devant un petit repère rouge. Ce sera notre base pour discuter. C'est un très beau modèle, ça parle bien pour expliquer les bases. Bon, alors, commençons par le début. Les sources parlent d'expériences aléatoires. Qu'est-ce que c'est au juste? Simplement, c'est une action, un processus, dont on ne connaît pas le résultat à l'avance, parce qu'il y a du hasard dedans. Ok, comme faire tourner notre roue. On ne sait pas sur quoi ça va tomber. Exactement. Et chaque résultat possible de cette expérience, on appelle ça une issue. Une issue. Donc pour notre roue, les issues, c'est facile, c'est 1, 2, 3 ou 4. T'intéresse pas juste à une seule issue, genre obtenir le 2. Parfois, ce qui nous intéresse, c'est un groupe d'issues qui ont quelque chose en commun. Mhm. Et ça, les sources appellent ça un événement. Par exemple, l'événement A, le nombre obtenu est pair. Ah oui, et là on voit bien que ce n'est pas une issue unique. L'événement pair, il est réalisé si on tombe sur... Sur 2 ou sur 4. Voilà. Donc les issues 2 et 4 réalisent cet événement A. Si la roue s'arrête sur 2, l'événement A est réalisé. Si elle s'arrête sur 4, il est réalisé aussi. C'est une distinction importante, ça. L'issue, c'est le résultat brut, le chiffre. L'événement, c'est la caractéristique qui nous intéresse, genre être pair. Tout à fait. Eh bien, définir ça, l'événement et les issues qu'il compose, c'est la base de tout. Si on se trompe là-dessus, le calcul derrière sera faux, c'est sûr. C'est le vocabulaire minimum pour parler du hasard sérieusement, quoi. Très clair. Donc, on a notre événement A, obtenir un nombre pair, réalisé par 2 et 4. La question qui vient après, c'est « Ok, mais quelle est sa chance de se produire Comment on met un nombre là-dessus ?» C'est ça. On passe de la description, genre c'est possible ou c'est peu probable, à la quantification. Et là, on rentre dans le calcul de probabilité. Et la règle de base qu'on voit dans une des vidéos, c'est que la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des issues qui le réalisent. On additionne les chances de chaque issue qui mène au résultat souhaité. Exactement. Et un point super important à rappeler dans la source, une probabilité, c'est toujours un chiffre entre 0 et 1. Oui, toujours. 0, ça veut dire impossible. 1, ça veut dire certain. C'est une échelle fixe. Absolument. Jamais moins, jamais plus. Alors pour notre roue, les sources nous donnent les probabilités de chaque issue. Et attention, petit détail, la roue n'est pas parfaitement équitable. Les chances ne sont pas les mêmes pour chaque numéro. Ah, important ça. Oui, on nous dit P d'obtenir 1, c'est 16, P d'obtenir 2, c'est 26, donc 13e, P d'obtenir 3, c'est 16, et P d'obtenir 4, c'est aussi 26, donc 13e. D'accord. Donc on voit que 2 et 4 ont chacun 2 fois plus de chances de sortir que 1 et 3. C'est pas une chance sur 4 pour tout le monde. C'est ça. La source mentionne l'arbre de probabilité. D'ailleurs, c'est vrai que c'est utile pour visualiser ça, surtout quand les probas sont pas égales, comme ici. Oui, ça aide à voir clair. On peut vérifier vite fait si on additionne tout 16 plus 26 plus 16 plus 26, ça fait 66, donc 1. C'est logique. On est sûr d'avoir un de ces 4 numéros. Toujours vérifier que la somme fait 1. C'est la garantie que notre modèle tient la route, qu'on a couvert toutes les possibilités. Bon, revenons à notre événement A. Le nombre obtenu est pair. Issue 2 et 4. Pour calculer P de A, sa probabilité, on applique la règle, on additionne P de 2 et P de 4. C'est qui fait P de A égale terce plus terce. C'est ça. Donc P de A égale 2 tiers. La probabilité d'avoir un nombre pair avec cette roue, c'est 2 tiers. C'est plutôt probable. Nettement plus probable que le contraire, oui. Et cette addition simple, elle marche parce que les issues obtenir 2 et obtenir 4 sont incompatibles.
On dit aussi mutuellement exclusives. On ne peut pas avoir les deux en même temps sur un seul lancer. Bonne précision. Si des événements pouvaient arriver en même temps, le calcul serait un peu plus compliqué. Oui, il faudrait ajuster. Les sources parlent aussi des extrêmes. L'événement impossible, probabilité 0. Par exemple, obtenir 5 avec notre roue. Ça n'arrivera jamais. Et l'événement certain, probabilité 1. Par exemple, obtenir un nombre plus petit que 10. Ça arrivera toujours avec cette roue. Ces bornes 0 et 1, elles donnent le cadre. Savoir que P de A égale 23, ça nous dit direct que c'est un événement assez probable. Justement, en parlant de contraire, on a calculé P de A, la proba d'avoir un nombre pair, c'est 23. Mais quelle est la probabilité que ça n'arrive pas? Que A ne se réalise pas? Ah, l'événement contraire. Très utile ça. C'est ce que présente la troisième source. Oui, parce que des fois, c'est plus facile de calculer la probabilité de quelque chose n'arrive pas pour en déduire la probabilité que ça arrive. C'est une sorte de stratégie de calcul. Tout à fait. Alors, l'événement contraire de A, on le note souvent A avec une barre au-dessus. A. Mhm. C'est l'événement qui se réalise quand A ne se réalise pas. Il contient toutes les issues qui ne sont pas dans A. C'est le complémentaire en quelque sorte. Si A c'est pair, A c'est tout ce qui n'est pas pair, parmi les résultats possibles. Dans notre exemple, si A égale pair, issue 2, 4, alors A égale pas pair, c'est-à-dire impair. Donc les issues qui réalisent A, ce sont 1 et 3. Exactement. On voit bien que les issues de A, 2, 4, et celles de A, 1, 3, mises ensemble, ça redonne toutes les issues possibles, 1, 2, 3, 4, et sans doublon. Un résultat est soit dans A, mais pas les deux. Et la relation mathématique super importante à retenir, c'est que P de A plus P de bar égale à 1, toujours. Logique. Soit A arrive, soit il n'arrive pas, et donc A bar arrive. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc la somme de leurs chances couvre 100% des cas. Ça fait 1. Appliquons ça. On a trouvé P de A égale 23. Pour trouver P de bar, la proba d'avoir un impair, on utilise la formule P de bar égale à 1 P de A. Du coup, P de bar égale 1, 23. Ce qui fait 13. la probabilité d'obtenir un nombre impair est de 13. Et on peut vérifier. Oui, faisons-le, directement. P de bar égale P de 1 plus P de 3 égale 16 plus 16. Ça fait 26, soit 13. Ouf, ça marche. Heureusement, Les deux méthodes donnent pareil. c'est cohérent et on voit l'intérêt. Imagine un truc plus compliqué, avec plein d'issues. Si ton événement B est réalisé par 98 issues sur 100, c'est long d'additionner 98 probas. Ah oui, fastidieux. Alors que son contraire, B bar, n'a que 2 issues. Tu calcules P de B bar très vite en additionnant juste 2 probas, et ensuite tu fais P de B égale 1 moins P de B bar. C'est beaucoup plus malin. C'est un super raccourci, en effet. Bon, si on résume un peu les points clés qu'on a vus grâce aux sources. Premièrement, bien définir le jeu, l'expérience aléatoire, les issues possibles et l'événement qui nous intéresse. C'est la grammaire de base, oui. Indispensable. Deuxièmement, calculer la probabilité de cet événement. On additionne les probas des issues qui le composent. Et ça donne un chiffre entre 0 et 1. La quantification, on met un nombre sur la chance. Et troisièmement, cette notion d'événement contraire, A. Ce qui se passe quand A ne se passe pas. Et la relation P de A plus P de A bar égale 1. Qui est aussi une stratégie de calcul très utile. Avec ces 3 éléments, définition, calcul, contraire, on a les outils de base pour commencer à analyser le hasard, comme on l'a fait avec notre petite roue. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant, je trouve. Parce que ces règles qu'on a vues sur un exemple très simple, presque un jeu d'enfant, ce sont les mêmes fondations qui servent à des analyses beaucoup plus complexes. La question à se poser après, c'est, OK, comment cette logique-là, identifier, issue, événement, calculer probas entre 0 et 1, penser au contraire, comment est-ce qu'elle s'applique concrètement pour, je sais pas, évaluer des risques financiers, ou pour aider à prendre des décisions médicales, ou même juste pour avoir un regard plus critique sur tous les pourcentages, toutes les chances qu'on nous donne dans les médias tous les jours. Oui, comment on passe de la roue aux vrais enjeux. Voilà. Passer de ce modèle simple à des situations réelles, complexes, c'est là qu'on voit vraiment la puissance de ces concepts de base. Ça laisse matière à réfléchir, non ?